Bon matin tout le monde et bienvenue à notre tout dernier web journal. Pour l'occasion, on vous a préparé une édition spéciale de 60 minutes. Commençons sans plus attendre avec ma collègue Laurence Richard qui va nous parler des principales manchettes des journaux ce matin. Bonjour Laurence. Bonjour Laurie. Premièrement, il y a eu un autre drame lié à un poupon dans le secteur de l'Abbé. Effectivement, donc Julien Renaud, le journaliste au quotidien, nous a informé qu'une troisième tragédie impliquant un nouveau-né avait eu lieu hier avant-midi vers 10 heures. Donc, une fillette de 1 mois qui a subi des difficultés respiratoires. Donc, à l'arrivée des ambulanciers, des manœuvres de réanimation cardiaque qui avaient été faites par les parents. Les ambulanciers ont pris le relais. La petite fille a été transportée à l'hôpital de l'Abbé où son décès a finalement été constaté. Donc, il y a une enquête qui a été ouverte, évidemment, pour déterminer les circonstances du décès de la fillette. Il n'y a aucune trace de violence qui a été trouvée sur son corps. L'hypothèse la plus étudiée pour le moment, ce serait le cododo, donc que le parent se serait endormi avec l'enfant à côté et que ça aurait causé des difficultés respiratoires. Et puis, Véronique Cloutier sera de passage dans notre région demain soir. Exactement. Le journaliste de l'édition régionale du Journal de Québec nous dit justement que la célèbre animatrice radio et télé viendra animer un gros party à l'hôtel La Saguenayenne de Chicoutimi. Donc, c'est surtout pour faire la promotion de la nouvelle station régionale de Rythme FM qui a ouvert ses portes. Elle sera notamment accompagnée par Mario Pelchat et France d'Amour et plusieurs autres. Véronique Cloutier s'est dit très attachée à la région, étant donné que c'est une bleuette parce que son père est natif de la région. Les laissez-passer, par contre, il n'y en a plus. Ils ont été gagnés lors de concours organisés par la station. Et puis, par la suite, le deuxième débat du Parti québécois a montré des divisions au sein des candidats en lien avec l'exploitation de l'île d'Anticosti. Exactement. Donc, le journaliste du Devoir, Marco Bélair-Sirino, a assisté au deuxième débat des chefs du Parti québécois. Donc, Martine Ouellette, Alexandre Cloutier et Pierre Séré se sont dit contre l'exploitation pétrolière sur l'île d'Anticosti. De leur côté, messieurs Pellado et Drainville, eux, étaient pour le projet d'exploitation. De son côté, M. Pellado a dit que s'il prenait la tête du PQ, il donnerait le feu vert, il proposerait d'adopter le feu vert pour le projet d'exploitation. Il dit que ce serait un atout majeur pour le Québec, que ça pourrait faire du Québec un pays beaucoup plus prospère. M. Drainville a ajouté en disant que le gaz de schiste pourrait être une énergie de transition vers un Québec sans pétrole. Au contraire, Martine Ouellette vise plutôt la social-démocratie verte, rapporte le journaliste. Elle veut vraiment attendre que le BAP dévoile son rapport et de se fier à ce rapport-là avant de prendre une décision ou de fermer le dossier. Et en terminant, on peut lire dans la presse un vibrant reportage de Gabriel Duchesne à propos de l'abus des entraîneurs dans le sport professionnel. Exactement, et c'est un reportage titré « Dieu le coach », donc titre assez explicite. C'est en lien avec l'affaire Bertrand Charret, donc, qui était un entraîneur de ski alpin qui est actuellement accusé d'avoir agressé sexuellement 11 anciennes skieuses professionnelles. Donc, la reporter est allée chercher beaucoup d'histoires de la même sorte. Donc, on peut vraiment comprendre mieux le lien entre l'entraîneur et l'athlète, une sorte de relation parfois tyrannique qui peut justement engendrer des agressions sexuelles ou du harcèlement psychologique. Donc, parfois, le coach est souvent vu comme un super-héros qui justement est le seul responsable avec les athlètes professionnels à l'étranger, ce qui peut causer cette sorte de relation instable, un peu tyrannique. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Au plaisir, Laurie. Aujourd'hui, Juliane Yaski vient nous parler d'une trilogie de livres qu'elle a bien aimés. Le dernier tome, qui se nomme L'Élu, est paru le 6 mai 2014 et le tout nouveau sortira ce printemps. Juliane, le premier tome, la sélection a été comparée à Hunger Games. Oui, en effet, Laurie, les livres de Kyriakas, une écrivaine américaine, ont surtout été comparés à Hunger Games dû au contexte dans lequel le livre se déroule. Donc, tout d'abord, c'est un roman qui se passe dans le futur, mais nous n'avons pas de date exacte. On sait juste qu'on est après la 4e guerre mondiale. Les États-Unis n'existent plus, c'est un nouveau pays qui s'appelle Iléa qui y règne et c'est sous une monarchie que le pays se fait diriger. Donc, il y a un roi qui s'appelle Clarkson Shrave. Il abuse du pouvoir, puis c'est une personne qui continue à creuser les inégalités qui existent déjà dans le pays. Il fait ça surtout avec le système de caste qui existe. Les habitants sont séparés selon leurs moyens financiers. Donc, sont séparés de 1 à 8, les 1 étant les plus riches, donc la famille royale, et les 8 étant les plus pauvres, donc les esclaves, ceux qui n'ont pas de revenus. Puis il y a également une télé-réalité, c'est le but de l'histoire. C'est une compétition où 35 jeunes filles sont invitées
au palais afin que le prince Maxine Schrav se trouve une princesse et une future reine pour le pays. Et quel personnage exactement nous suivons pendant l'histoire? Nous suivons Amirka Seigneur, une habitante de Iléa. Elle appartient à la caste 5, donc une caste inférieure, mais elle ne vit pas dans la pauvreté pour autant. Elle fréquente un jeune homme âgé de 19 ans, Aspen Léger, et il appartient à la caste 6. Il se voit secrètement, puisque ce n'est pas bien vu pour une fille de voir une personne inférieure à elle. Et c'est suite à une dispute, ils vont se séparer. Puis c'est par la suite qu'elle va s'inscrire à la compétition, la sélection. Ce n'était pas sa décision pour autant, puisqu'elle ne souhaite pas avoir la couronne ni la gloire. Tout ce qu'elle veut, c'est être heureuse. Donc, elle l'a surtout fait pour sa famille. Et évidemment, elle va être choisie pour participer à la sélection. Et elle se retrouve alors dans un dilemme, puisqu'elle pense beaucoup à Aspen, son ex-petite amie. Et elle devra par contre conquérir le cœur de Maxine Schrav. Donc, elle se retrouve dans ce triangle amoureux. Et moi, ce que je voudrais savoir, Juliane, c'est est-ce que tu as aimé la trilogie? Oui, j'ai bien aimé. Ça a été un coup de cœur pour ma part. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est pour les adultes qui veulent avoir une lecture plus poussée, ce n'est peut-être pas une trilogie que je conseille, puisque c'est quelque chose de très léger à lire, qui est très plaisant. Et il y a beaucoup de vie dans le livre, surtout grâce au dialogue. Ça met plus d'action. Il y a du romantisme, des rébellions, il y a un mélange de tout. Donc, c'est autant tendre qu'avec de l'action. Il y en a pour tout le monde. Et on s'attache très vite au personnage d'Amirka, une jeune fille qui a les valeurs à bonne place, puis elle aime être loyale envers les autres. Également, il y a Maxine, le prince, qui est à la hauteur de toute imagination pour un prince, et les autres candidates qu'on rencontre dans la trilogie. Également, ce qui est plaisant avec le livre, c'est qu'on tombe très rapidement dans l'histoire. Rapidement, on rencontre toutes les candidates. On rencontre également le prince et les autres personnages. Et finalement, le 4e tome sort dans quelques mois. Exactement. En fait, le 5 mai, exactement, le livre va s'appeler L'Héritière, mais ce ne sera pas avec les mêmes personnages. C'est des nouveaux personnages qui arrivent avec la princesse Edeline. Elle va se rendre compte que la sélection ne fonctionne pas comme elle l'avait imaginé. Donc, ça va être un nouveau livre, je répète, le 5 mai qui va sortir. Bien, merci beaucoup, Juliane. Ça fait plaisir. Selon Radio-Canada, la scierie de Petit-Saguenay a été acquise par la scierie Dion et Fils de Saint-Raymond-de-Portneuf dans la région de Québec. À la suite de l'échec de la relance de la coopérative Valoriboire, la scierie était sous séquestre par un syndic depuis février. Dion et Fils a fait l'offre d'achat la plus élevée, soit 406 000 $. La coop 4 temps de Lance avait présenté une offre de 150 000 $ avec des investissements de 500 000 $ et la création d'une cinquantaine d'emplois. Les intentions de la scierie Dion et Fils inquiètent la municipalité. Contrairement à ce qui était prévu, les motoneigistes ont eu droit à des sentiers balisés cette fin de semaine sur les Monts-Valin et aux alentours. Les municipalités de Falardeau et Saint-Honoré, les concessionnaires Skidoo du Saguenay, les relais de motoneigistes des Monts-Valin ainsi que le club Caribou conscrits se sont concertés et ont trouvé les sommes nécessaires pour l'entretien des sentiers. Les sentiers seront de nouveau entretenus en prévision du week-end de Pâques. Hier soir avait lieu les 2e quarts de finale de La Voix. Nous connaissons maintenant 8 des 12 finalistes qui se retrouveront en demi-finale. Valérie Matteau, on a eu droit à des performances de qualité. En effet, le riz et le mot est fait. Habituellement, les candidats ont fait un bon spectacle, tant au niveau du chant que de la mise en scène. C'était une soirée haute en couleurs, en talent et en émotion, il faut dire. Donc, c'était bon, c'était beau. Et puis, l'artiste invitée était Ariane Moffat. Oui, en début de soirée, on a eu la visite d'Ariane Moffat, l'ancienne coach de La Voix. Elle est venue y interpréter 3 chansons, dont Debout, tirées de son plus récent album 22h22. Elle était en compagnie de tous les candidats de la semaine. Ça a vraiment donné le ton à la soirée. C'était bon, c'était vraiment un bon numéro. Puis elle semblait très heureuse d'être de retour à La Voix. Elle l'a d'ailleurs mentionné et je crois que c'était réciproque qu'avec le public puisqu'il semblait tout aussi heureux de la revoir. Et puis, dans l'équipe d'Isabelle, il y a eu tout un revirement de situation. Et oui, tout d'abord, il y a eu Amy Champagne
qui a interprété une version tout en douceur d'Il faut savoir de Charles Aznavour. Elle a littéralement subjugué Isabelle qui lui a dit qu'elle avait une voix d'autrefois, une voix d'une autre époque. À la suite, c'est Catherine Avoine qui a interprété Georgia on My Mind. Elle s'est également mérité de très bons commentaires de la part des coachs, en fait. Éric est allé jusqu'à dire que si elle sortait un album, il irait l'acheter. Par la suite, c'est la jeune Angélique de 16 ans qui est montée sur scène pour chanter « Je t'aime » de Lara Fabian. Malgré son jeune âge, elle a livré une solide performance tout en beauté. Au final, lors du dévoilement des notes, Isabelle avait décidé d'attribuer 50 points à Catherine et la plus basse note de 20 points à Angélique. Toutefois, c'est Angélique qui se retrouve en demi-finale grâce au point du public, avec un total de 84 points. Le tout a fait vraiment jaser sur les médias sociaux. Plusieurs sont allés jusqu'à dire qu'ils remettaient en question les choix d'Isabelle Boulay. Toutefois, en bout du compte, ils sont tous heureux de la tournure des événements. On est bien heureux pour la jeune Angélique. Et qu'en est-il pour l'équipe d'Éric Lapointe? Oui, bien, l'équipe d'Éric, c'est vraiment l'équipe qui a, sans contredit, offert les meilleures prestations de la soirée. C'est un affrontement entre Simon Morin, Sarah Sinclair, en effet, et Céleste Lévy. Donc, mais le tout s'est vraiment joué entre Simon et Céleste. Simon a fait une interprétation de Take Me to Church. Il nous a montré un peu une nouvelle facette de lui avec son jeu au piano. C'était une performance solide et énergique. Éric Lapointe est allé jusqu'à le comparer à une véritable rockstar. De son côté, Céleste s'est attaqué à une très grande légende de la musique, Léo Ferré, avec la chanson « Avec le temps ». C'était une prestation très sobre qui a su émouvoir Éric Lapointe. Lors des commentaires, il avait les larmes aux yeux. Il semblait très fier de sa protégée. Puis c'est d'ailleurs elle qui se rend en demi-finale grâce à ses 110 points accumulés. Et pour l'équipe de Pierre, c'est Mathieu qui passe en demi-finale. En effet, il a interprété la chanson « J'ai souvenir encore » de Claude Dubois. Il est en compétition, il faut dire, avec Philippe Clément et Jacob Watson. Toutefois, il s'est mérité 50 points de son coach, en plus d'un total de 120 points avec celui du public. Il se rend donc en demi-finale. Puis Pierre a même été jusqu'à dire qu'il n'était pas seulement son coach, mais un fan. Et puis, du côté de l'équipe de Marc Dupré, c'est Ariane Moffett qui a remporté la manche. Oui, c'est Alicia. Elle est la troisième candidate de 16 ans à se rendre en demi-finale cette année. Lors de la soirée, elle a interprété à sa manière la chanson « Fix You » de Coldplay. C'était très sobre et magnifique. Ça lui a valu même une ovation debout. Et avec tout ça, elle s'est valu un beau 124 points. Et puis, en terminant, Valérie, pouvez-vous nous rappeler les dates des prochaines émissions? Bien, comme à l'habitude, ce soir et mercredi, ce sont les coulisses de la voix. Et dimanche soir, aura lieu la toute dernière soirée des quarts de finale. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir, Laurie. Pour nous, on se retrouve après la pause. La militante souverainiste de longue date, Élise Gauthier, a officialisé hier sa candidature pour le Bloc québécois dans Chicoutimi-Le-Fjord lors des prochaines élections fédérales. L'annonce a été faite lors d'une assemblée d'investiture au club de curling de Chicoutimi. Mon collègue Antoine Saint-Pierre l'a reçu ce matin pour en discuter. Merci, Laurie. Bonjour, Mme Gauthier. Bonjour. D'abord, quels ont été les éléments majeurs évoqués lors de votre discours? Je vous dirais d'abord que... si je peux résumer l'ensemble de ce que j'ai dit hier, c'est que la prochaine élection fédérale va ramener le Bloc québécois à Ottawa. On ne peut pas être plus bas que ça. Dans les sondages, par contre, ça va très bien. Et donc, on va, je pense, recueillir passablement de députés cette année. Et tout ça parce que le NPD, qui, effectivement, est venu chercher 55 députés au Québec, n'a pas livré de la marchandise pour le peuple québécois. Et nous avons une autre raison d'être là, c'est que pour connaître vraiment l'information de ce qui se passe dans les coulisses à Ottawa, il faut être là. Et actuellement, quand on avait un parti souverainiste à Québec, c'était facile d'avoir un peu plus d'informations. Maintenant qu'on a M. Couillard, qui est un fédéraliste, je dirais presque féroce, à ce moment-là, il faut donc envoyer des nôtres
pour savoir vraiment ce que, peu importe le premier ministre qui sera là, c'est un fédéraliste. Donc, il faut absolument que les souverainistes du Québec et l'ensemble de la population du Québec sachent effectivement ce qui se trame dans les coulisses du pouvoir à Ottawa. Parfait. Vous avez mis aussi... quels sont vos chevaux de bataille dans la région? Je vous dirais d'abord que pour l'ensemble... Je vais d'abord parler pour mon comté. On a une priorité, je pense, qui est la base de Bagotville. La base de Bagotville est, si ma mémoire est bonne, le 3e employeur dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, dans mon comté, c'est quelque chose, effectivement, de très important. M. Bouchard avait, mon prédécesseur, M. Robert Bouchard, qui était député du Bloc pendant 7 ans, avait commencé, effectivement, un nouveau programme à la base de Bagotville pour avoir un contingentement supplémentaire. Et il ne s'est pas encore réalisé. Donc, moi, je vais reprendre le bâton du pèlerin pour tenter de le réaliser. Ce que les candidats du NPD au Québec n'ont fait, c'est qu'ils ont reçu que des missions canadiennes. Parfait. Ils n'ont pas reçu de mission québécoise. Et pourtant, ils venaient du Québec. Okay. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut aussi que le Bloc retourne à Ottawa et ça presse. Croyez-vous justement que le Bloc québécois va revenir en force aux prochaines élections? Bon, je ne vous dirai pas qu'on va aller chercher 100 députés. C'est pas ce que je vous dis. Mais je vous dis, je vais juste vous rappeler qu'en 1993, avec M. Lucien Bouchard, nous formions l'opposition officielle. Okay. Et pour le NPD, ça leur a pris 50 ans parce qu'ils sont arrivés au Parlement d'Ottawa en 1961. Et ils ont formé l'opposition officielle en 2011. Donc, ça a pris 50 ans avant qu'ils deviennent l'opposition officielle. Moi, je pense qu'ils vont retourner à la deuxième opposition cette fois-ci. Moi, je pense qu'on peut effectivement aller chercher, je vous dirais peut-être 20-25 députés pour cette fois-ci. Parfait. Puis en terminant, vos motivations personnelles de vous présenter, quelles sont-elles? Bien, moi, je fais de la politique depuis que je suis haute comme 3 pommes. Je suis née dedans, je suis un peu tombée dans la marmite. Mon père faisait de la politique, alors j'ai appris très jeune à faire de la politique et ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans la politique, c'est l'implication qu'on a auprès des citoyens. C'est d'essayer de rendre service. J'ai été 2 ans attachée politique de M. Jean-Marie Claveau, le député provincial dans le comté de Dubuque. Et ce qui me fascinait dans mon travail, c'était que je pouvais être utile, à rendre service. Et c'est ce que j'entends faire quand je serai effectivement députée. Moi, je suis quelqu'un qui veut demeurer et qui va demeurer très proche de mes citoyens. Merci beaucoup, Mme Gauthier. Au plaisir. De retour à vous, Laurie. L'artiste multidisciplinaire F.K. Tremblay a terminé une résidence de 5 jours au Centre Sagami à Alma. L'artiste de Montréal présentera les séries de photographies qu'elle a imprimées à Toronto et aux États-Unis dans les prochains mois. C'était la première résidence en sol québécois pour F.K. Tremblay. Le Centre Sagami était son premier choix pour la qualité des photos imprimées. Un incendie a ravagé le commerce Les Électriciens du Nord à l'Ascension de Notre-Seigneur dimanche matin. Personne n'a été blessé, mais le président de la compagnie est sous le choc puisque c'était l'entrepôt principal de la compagnie. Les membres de l'Association des pharmaciens et des établissements de santé du Québec ont accepté à 98,9 % la nouvelle entente de travail d'une durée de 5 ans. Les 650 pharmaciens ont ratissé les rues de Drummondville vendredi dernier. Maintenant, allons rejoindre Anne-Sophie Saint-Gelais aux médias sociaux. Donc, dans les réseaux sociaux, 2 sujets sur le plan politique ont fait parler beaucoup les Québécois. Donc, vraiment, le débat à la course à la direction du chef du Parti québécois a fait beaucoup jaser, mais aussi les manifestations qui auront lieu aujourd'hui aux différents coins du Québec. Donc, le deuxième débat avait lieu hier à Sherbrooke. Et puis, on peut dire qu'il n'avait pas vraiment des allures de débat puisque les candidats ne se sont pas vraiment lancés de flèches. C'était plutôt sous forme de discussion. Et puis, un sujet qui a été vraiment chaud
lors de ce débat-discussion, c'était l'avenir du pétrole à l'Anticosti. Donc, on peut dire qu'il y avait vraiment une ambiance plus de discussion. Et puis, Samuel Daigle nous décrit l'ambiance. Donc, quelle journée de fou! Nous avons eu un débat très intéressant, un peu cordial, mais l'énergie qu'avait la foule était incroyable. Donc, même si ce n'était pas un débat, il y avait vraiment deux positions claires du côté des candidats. Donc, d'un côté, Bernard Drinville et Pierre-Carl Péladeau qui se sont montrés favorables. On a quelques commentaires là-dessus. Donc, on a Sébastien Rioux qui nous dit « Le PKP pro-pétrole se dévoile. Il veut un pays pour faire comme tous les autres, mais non pour en faire un différent. » Sinon, on a Jonathan Savard qui nous dit, lui qui appuie Bernard Drinville, entendu après le débat hier, Bernard Drinville était vraiment le meilleur orateur. Je vais voter pour lui. Je l'aime, mon candidat. Sinon, de l'autre côté, il y avait les trois autres candidats qui se sont montrés défavorables, donc Pierre Serré, Martine Ouellette et Alexandre Lecloutier. On a aussi des commentaires concernant ce positionnement. Donc, on a David Béliveau qui commence à trouver Alexandre Lecloutier très intéressant. Donc, mon vote pour la course PQ s'enligne lentement vers Alexandre Cloutier, rafraîchissant, j'aime ça. Et j'ai même entraîné une nouvelle membre. Sinon, on a un peu à l'inverse, il y a Fabrice Tremblay qui nous dit Alexandre Cloutier, Pierre-Carl Péladeau et Bernard Drinville, candidats à la chefferie, vous manquez de saveur, de couleur et de conviction. Wake up! Donc, il veut que les candidats se réveillent. Sinon, dernier message concernant le débat. Un débat PQ intéressant, mais j'espère que l'on pourra vraiment s'interroger sur nos visions du parti au prochain. Je compte sur Pierre Serré. Donc ça, c'était un commentaire de Robert S. Pierre. Sinon, aujourd'hui, on en a parlé évidemment beaucoup dans les derniers jours et on va certainement continuer d'en parler dans les prochains jours, même dans les prochaines semaines. Les manifestations contre l'austérité, contre le gouvernement. Donc aujourd'hui, on était du côté de l'Université du Québec à Montréal où depuis ce matin à 7 heures, les portes du campus sont verrouillées. Et puis les étudiants manifestent. Mais ce qui retient l'attention, c'est surtout le travail des policiers en ce moment pendant la grève. Donc, on a un commentaire ici. À l'UQAM, c'est quoi ces policiers en cagoule rouge à qui on ne voit pas les yeux? Ils devraient être arrêtés. Donc, le travail des policiers fait beaucoup jaser. Puis, on a une photo de Elias Aboud qui envoie quelques photos de qu'est-ce qu'on peut voir notamment en ce moment sur le campus. Et puis, sinon, sur les réseaux sociaux, on peut aussi comprendre qu'aujourd'hui, il y aura une manifestation du côté de Québec, mais cette fois, c'est contre le projet de loi 20. Donc, 4 universités du Québec se rassembleront devant l'Assemblée nationale pour faire entendre leur point de vue. Et puis sinon, du côté de l'Université de Sherbrooke, il y aura on va tenter en fait d'avoir une injonction pour que les étudiants qui sont contre la grève puissent tout de même assister à leurs cours. Ça reste à surveiller et puis les médias sociaux vont nous aider tout au cours de la journée. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vous en prie. Côté sport, les Saguenayens de Chicoutimi ont gagné la deuxième partie de la série contre Moncton par la marque de 3-2. Le gardien de but des Saguenayens, Julio Bilia, et l'attaquant Nicolas Roy ont été des acteurs importants du match. Juliane Yaski, en quoi ce match était-il important? En fait, les Saguenayens avaient perdu la première rencontre par la marque de 4-2 jeudi dernier. Ils tiraient de l'arrière, donc en remportant cette rencontre 3-2 hier soir au Colisée de Moncton. Ils ont pu égaliser et c'est très bien puisque maintenant ils retournent à domicile pour 3 matchs avec les 2 parties très serrées et une égalité 1-1 dans la série. Tout est possible pour les troupes de Yannick Jean. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Nicolas Roy et Julio Bilia se sont beaucoup démarqués lors de ce match. Oui, en effet, Nicolas Roy était tout simplement partout sur la patinoire. Il s'est imposé premièrement sur la patinoire, mais il a également beaucoup aidé son équipe en comptant 2 buts et en ajoutant une assist à la marque. Donc, son entraîneur était très satisfait de ce qu'il avait fait. Il a même mentionné qu'il était comme un cheval qui fonçait partout. Et puis, Julio Bilia, tant qu'à lui, a fait 27 arrêts. Les seuls buts qu'il a laissé passer, c'est sur un échappé et en power play. Donc, il a très bien joué. L'entraîneur était très satisfait de ces 2 joueurs. Et si je ne me trompe pas, la 3e période a été plutôt difficile. Oui, en effet, ça a été plutôt difficile. Les Saguenayens ont arrêté de patiner. Ils ont regardé les vedettes de Moncton, des Wildcats de Moncton, patiner. Donc, grâce à leur échec avant de les 2 périodes précédentes, ils ont pu remporter cette victoire. Merci beaucoup, Juliane.
Ça fait plaisir. Maintenant, allons retrouver Valérie à la météo. Ce sera une journée sous les nuages. Ce sera une journée nuageuse avec averses de pluie un peu partout sur la région, mais rien pour s'inquiéter. À Saguenay, on prévoit une accumulation de pluie d'un millimètre de pluie, avec une température maximale de 4 degrés. Ce soir et cette nuit, ce sera un mélange de pluie et de neige avec une température attendue de moins 7 degrés, un ressenti de moins 15. Demain, ce sera légèrement plus froid avec un moins 3 degrés et un maximum de moins 9. Au lac Saint-Jean, il fait présentement 8 degrés Celsius avec un mélange de pluie et de neige. La température attendue maximale est de moins 4 degrés et de 4 degrés par ton. Ce soir et cette nuit, ce sera de la neige intermittente par endroits avec la poudrerie. Demain, ce sera légèrement nuageux avec un 60 de probabilité d'averse de neige tôt en matinée avec un dégagement en avant-midi et un maximum de moins 4 attendu. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir. Et cette semaine, pour les mordus du cinéma, notre chroniqueuse Jennifer Savard nous a préparé un portrait des sorties DVD et cinéma de la semaine. Jennifer, qu'est-ce qui va se retrouver sur les tablettes de Club Vidéo demain? Eh bien, tout d'abord, on aura un film d'action qui se nomme Las de Vegas. C'est un film qui a comme acteur principal Jason Statham. Ça va être un film qui va mêler les casinos, bien entendu, vu que c'est à Las Vegas, et aussi la mafia. Donc, je fais un court résumé du film. On a tout d'abord Nick, qui est un garde du corps et un joueur compulsif dans les casinos, qui voit l'une de ses amies mourir devant lui. Donc, il se dit tout de suite « je dois la venger ». Et lorsque c'est fait, il s'aperçoit qu'il s'en est pris à un fils de mafieux très populaire à Las Vegas. Donc, il devra jouer sa meilleure partie de poker à vie pour survivre, en fait. Ensuite, on aura le fameux film Interstellaire, qui sera nouveau dans nos clubs vidéo. Ça, il faut être prêt à s'investir lorsqu'on écoute ce film-là, puisque c'est un film qui dure plus de 2 heures. Donc, il faut être prêt à être patient. Être très, très patient même. Donc, ça va être un film qui va avoir Anne Hathaway et Jason McConaughey dedans. Donc, les jours sont comptés sur Terre. C'est un petit peu comme dans une galaxie près de chez vous, mais un petit peu plus sérieux. C'est plus dramatique. Effectivement. Donc, c'est une équipe d'explorateurs qui a comme mission de trouver une nouvelle planète qui sera habitable pour les habitants et qui aura toutes les caractéristiques que la Terre a. Donc, au travers de toutes les embûches, ils vont peut-être réussir si on ne le sait pas. Il faut écouter le film pour le savoir. Et au cinéma, côté cinéma un petit peu, là, est-ce qu'il va y avoir je pense qu'il y a un film très attendu. Eh bien, c'est le dernier film de la série Rapide et dangereux qui fera son entrée au cinéma vendredi. Mais cette fois-là, on a changé un petit peu la formule. Ça s'appelle maintenant Dangereux. Donc, Dangereux 7 sera là avec, bien entendu, Vin Diesel, Dwayne Johnson et Paul Walker. Donc, la fameuse équipe revient pour une dernière fois afin de présenter tous les personnages qui ont fait leur apparition dans les 6 autres films. Donc, on aura un film rempli d'action et aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent se rendre dans le cinéma pour rendre hommage au défunt Paul Walker, puisque c'est son dernier film qu'il a fait avant de mourir. Il était présent lors du tournage. Oui, c'est son dernier tournage, en fait, où il a été présent. Il est mort peu de temps après, donc on pourra le voir pour une dernière fois là. Et c'est un film qui est très attendu, bien entendu, pour les amateurs de la série de Rapide et dangereux. Merci beaucoup, Jennifer. Ça fait plaisir, Laurie. Pour nous, on se retrouve après la pause où on parle d'un nouveau café à la bibliothèque de Jonquière. Un nouveau café ouvrira bientôt ses portes à la bibliothèque de Jonquière. L'Érudit Café occupera l'espace bistrot situé près de l'entrée que la ville tentait enfin de combler depuis l'ouverture de la bibliothèque. Charles-Antoine Rondeau, le jeune entrepreneur Michael Boily est heureux d'avoir cette opportunité. Effectivement, Laurie, donc c'est à la suite d'une simple visite à la bibliothèque de Jonquière que le jeune entrepreneur, qui est aussi propriétaire de la boutique Omise de la rue Saint-Dominique, a aperçu ce local qui est toujours vacant. Il a donc fait une soumission à la ville pour savoir s'il était possible de louer le local et sa demande a été acceptée. Ça fait donc maintenant 7 mois qu'il travaille sur le projet et il est très fier du local dans lequel se trouvera son café. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. J'adore le café, là. C'est censé en boire 8 par jour, là. J'adore juste le goût, puis qu'est-ce que c'est. Puis en plus, c'était connecté avec une bibliothèque, puis je lis beaucoup. Fait que je trouvais, j'avais déjà un processus de monter dans ma tête. Fait qu'en trouvant ce local-là, j'ai fait « OK, wow ». Monsieur Boily espère vendre du café de grande qualité. Oui, eh bien, son objectif est d'offrir du café de 3e vague. Donc, il dit un peu comme que ça serait la SAC du café, mais il ne prétend pas être déjà à ce niveau. Il va tout mettre cependant en œuvre pour l'atteindre. Il va d'ailleurs envoyer ses employés à Montréal pour suivre une formation auprès de vrais baristas italiens.
Et il veut attirer aussi les étudiants de Jonquière. Oui, eh bien, il y aura une trentaine de places assises dans son café et aussi un très bon Wi-Fi ainsi que plusieurs prises de courant pour connecter portables, cellulaires et autres gadgets électroniques pour étudier ou simplement pour le divertissement. Et à part les étudiants, il veut impliquer aussi les jeunes. Oui, eh bien, il veut transmettre sa passion de la lecture aux jeunes, car il trouve que c'est très important pour les jeunes de connaître des auteurs ainsi que des livres de la littérature québécoise et de partout à travers le monde. Voici ce qu'il avait à dire sur cela. Faire venir des auteurs, des activités aussi qui sont en thématique avec, mettons, que ce soit Noël, que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit l'Halloween, peu importe la raison, tu sais. Puis amener les jeunes aussi à découvrir les livres. Et Michael Boily, en terminant, veut aussi collaborer avec les entreprises de la région. Oui, eh bien, il affirme que ça aurait été probablement pour lui moins dispendieux de faire affaire avec des entreprises de l'extérieur de la région, mais pour quelques dollars de plus, il a préféré collaborer, entre autres, avec Infinité, donc une boutique de thé qui est à Place Centre-Ville à Jonquière, ainsi qu'avec la pâtisserie Vite Dépêché qui se trouve sur la rue Saint-Dominique, et aussi c'est Nutrinor qui produira le lait pour ses cafés. Merci Charles-Antoine. Au plaisir, Laurie. Maintenant, on retrouve Anne-Sophie encore une fois aux réseaux sociaux. Tu vas nous parler de vidéos populaires sur le web. Effectivement, donc j'ai fait le tour de différents sites web pour trouver les vidéos qui font beaucoup jaser en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc j'en ai retenu 3 pour vous. Premièrement, c'est une vidéo en fait sur YouTube qui a été réalisée par la chaîne maxmen.tv. Donc la chaîne en fait a décidé de piéger une école de conduite, donc les professeurs qui en étaient à leur première journée de travail. Les blagueurs ont envoyé la pilote professionnelle malaisienne Leona Chin. Donc, elle faisait semblant, en fait, qu'elle était une étudiante inoffensive et puis que c'était son premier cours de conduite. Donc, elle n'avait pratiquement jamais conduit. En fait, lorsque la balade a commencé, on peut se rendre compte que ce n'était pas du tout le cas. Et puis, l'expression sur le visage des enseignants vaut vraiment le coup d'écouter la vidéo. Je vous garantis que ça va vous faire rire. Sinon, dans un tout autre ordre d'idées, une vidéo très touchante. Donc, c'est une petite fille qui s'appelle Ace et puis elle nous présente son frère qui s'appelle Archie. En fait, Archie est atteint du syndrome de Down. Donc, c'est une maladie génétique qui affecte la croissance mentale et physique chez les jeunes. En fait, la petite Ace ne comprend pas pourquoi son frère est différent, mais plutôt comment il est différent. Et puis pour elle, c'est justement cette différence qui fait que son frère est plus spécial que n'importe qui d'autre. Donc, au cours du vidéo qui dure environ 6 minutes, on peut apprendre à connaître les deux et on voit tout l'amour que sa sœur a pour son frère. Donc, c'est vraiment très touchant et à écouter. Sinon, pour terminer, donc les vidéos qui nous présentent des animaux sont toujours très drôles et très populaires sur le web. Moi, je vous conseille une vidéo d'un chien qui se prend pour un gardien de but. Donc, en fait, je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de ballons qui passent derrière le chien et qui se rendent dans le filet. Pour consulter les vidéos, en fait, ça va être de voir sur notre page Facebook où les liens vont être installés. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ces belles découvertes. Je vous en prie. Une requête d'injonction devrait être déposée aujourd'hui en Cour supérieure afin de contester le vote de grève pour la journée du 2 avril qui a eu lieu au Cégep de Jonquière le 25 mars. Laurence Richard, peut-on croire que cette requête menace la tenue de la grève de 24 heures votée par les étudiants? Oui, Laurie, on peut croire que cette menace de requête d'injonction pourrait menacer la tenue de la grève de jeudi. Donc, on va en Cour supérieure et la Cour supérieure a le pouvoir de déclarer le résultat du vote illégal. Ainsi, le mandat de grève qui a été offert à l'Association étudiante du Cégep de Jonquière deviendrait illégitime et ça permettrait aux étudiants d'aller à leur cours comme prévu à l'horaire. Une telle requête d'injonction devrait être acceptée d'ici jeudi, donc on pourrait savoir au bon moment si la grève a lieu ou non. Du côté de la GECJ, on ne s'inquiète pas trop de cette menace-là. Je vous laisse entendre la coordonnatrice aux affaires externes de l'Association étudiante, Roxane Ocampo. Après l'Assemblée générale, c'est sûr qu'il y a eu une grande remise en question au niveau de l'exécutif. On a vérifié nos règlements généraux, le code Morin, le procès-verbal, tous les règlements pas possibles. Puis on s'est rendu compte que tout est conforme et parfaitement légitime. Alors, il n'y a pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Et les étudiants dénoncent quoi exactement en déposant une requête d'injonction? Eh bien, en fait, c'est un collectif d'une dizaine d'étudiants qui contestent tout le mode de scrutin ainsi que la trop longue assemblée. Celle-ci aurait duré environ 4 heures. Donc, je vous rappelle que le vote de grève a passé grâce à 4 voix de plus que les contre. Ainsi, on a aussi contesté le fait qu'il n'y ait pas eu de recomptage, évidemment.
Et le fait qu'on ne demandait pas la carte étudiante lorsque quelqu'un se présentait aux urnes. Donc, certains disent avoir vu des étudiants voter plus d'une fois. D'autres pensent que des gens qui n'étudient pas au cégep de Jonquière auraient voté pour ou contre la grève. Et puis là, il y a une mise en demeure qui a été déposée à l'Association étudiante du cégep de Jonquière. Oui, Laurie, en fait, la mise en demeure a été envoyée le lendemain de l'Assemblée générale, donc le 26 mars. Celle-ci exigeait un nouveau scrutin, mais comme les exécutants de l'association étudiante ne peuvent pas laisser tomber aux oubliettes un mandat de grève, ils ont dû la rejeter. Donc, c'est évident que la GECJ informera tout de même ses membres de la requête d'injonction qui va être déposée aujourd'hui. On va avoir plus de nouvelles au cours de la journée. Merci, Laurence. Au plaisir, Laurie. On se retrouve après la pause pour la deuxième portion de notre émission. Côté sport, encore une fois, la saison de l'équipe de basket des Gaillards du cégep de Jonquière s'est terminée cette fin de semaine à Trois-Rivières lors des séries d'après-saison. Et ils se sont inclinés face aux Cougars de Champlain-Lennoxville et contre les volontaires du cégep de Sherbrooke. Mon collègue Charles-Antoine Rondeau s'entretient avec l'entraîneur-chef des Gaillards, Philippe Urtubise. Bonjour Philippe. Bonjour. Premièrement, comment s'est déroulée votre fin de semaine? Malheureusement, on a perdu nos deux parties. Donc, le premier match de quart de finale contre Lennox, par une trentaine de points. Et ensuite, on a perdu contre les volontaires de Sherbrooke par une vingtaine de points. Et qu'est-ce qui explique ces défaites? Contre Lennox, on était dans la partie, même qu'on menait, il faut dire qu'eux étaient semés 1, nous 4 au classement. Dans le fond, une grosse blessure, là, Alexandre Pinchot, qui est pas mal un joueur autant émotivement sur le terrain, côté momentum, qu'autant au rebond, par sa présence physique, là, il s'est blessé. Donc, vers la fin du deuxième quart. Et tout de suite après, on a commencé à perdre l'avance et malheureusement à perdre le match. Et outre les blessures, qu'est-ce qui explique cette piètre performance aux régionaux? Le manque d'entraînement physique, là, les gars, on le savait, c'est des gars extrêmement talentueux. Par contre, c'est des gars qui ont quand même 17 ans. Je ne peux pas les faire vieillir plus vite. Là. Donc, d'affronter des équipes des gars de 22, 23 ans, 21 ans, beaucoup plus matures physiquement aussi, là, ça a fait une grosse différence. Surtout lors du deuxième match contre Sherbrooke. Là. Les gars sont débarqués contre Sherbrooke, on avait peu de jambes, ce qui fait que nos lancers du périmètre, notre pourcentage de réussite était probablement une des pires performances de la saison. Et tout de même, est-ce que vous êtes satisfait de votre saison? Oui, quand même satisfait, mais pas juste quand même, très satisfait, parce que l'objectif, dès le départ, c'est de faire vivre les séries à cette jeune équipe. On ne perd aucun joueur là, pour les 2 prochaines années. Là. Donc, dès l'an prochain, les objectifs, on pourra les cibler plus haut, puisqu'on a atteint notre objectif cette année, puis ainsi de suite là, sur 3 ans. Et quels seraient les points à améliorer pour la prochaine saison? Clairement, la préparation physique générale, ça, c'est dans une étape d'une planification annuelle dans le sport. C'est le off-season, qu'on pourrait dire. Il faut que les gars travaillent sur leur corps. C'est rentrer en salle de muscu, c'est faire du cardio, c'est se développer une shape de joueur de basket, là, on pourrait dire. Et côté basketball, qu'est-ce qui serait à travailler? La façon, provoquer moins de revirements, pas provoquer, faire moins de revirements. Quand on est en possession de la balle, c'est quelque chose que l'an prochain, là, on doit absolument descendre en bas de 20 revirements par partie. Là, malheureusement, toute l'année, on a été là, dans du 25, 22 revirements. Il faudrait descendre autour de 15 là, absolument l'an prochain là, pour être plus en contrôle lorsqu'on est en possession de la balle. Et à quoi on peut s'attendre pour les prochaines saisons chez les Gaillards? L'avenir est tellement prometteur. Je veux dire, on a signé 2 bonnes recrues. Après ça, notre équipe est jeune. Je veux dire, c'est vraiment un concept sur 3 ans. Puis, ce qui est agréable aussi, c'est que je sais qu'au secondaire, actuellement, ceux qui sont en secondaire 3, 2 et 1, les cohortes sont très, très fortes. Là. Donc, je pense qu'avec Gaillard Basketball, on est parti sur un cycle de 6-7 ans à être très fort. Là. Et qui sont les recrues confirmées jusqu'à présent? Tu as Charles Baudin qui est à Dominique-Racine. Lui, c'est un joueur originaire de Sept-Îles. Lui, il joue à Dominique-Racine en Division 1 cette année. Un grand physique, là, 6 pieds 3, des bonnes épaules, déjà une grosse barbe malgré ses 17 ans. Donc, un gars mature physiquement qui va venir nous aider côté physique. Et Émile Bouffard, qui est le meilleur joueur de la polyvalente Arvida, un joueur originaire aussi de la Côte-Nord, mais de Bécomo. Émile, dans le fond, est un gars de leadership, de caractère, un gars vocal, c'était le capitaine de l'équipe. Il me fait penser dans son style de jeu aux jumeaux qui jouaient pour nous autres là, dans les années précédentes. Et en début de saison, vous nous aviez dit que les objectifs, c'était de s'améliorer.
Est-ce que les objectifs de début de saison ont été atteints? Oui, clairement. Je veux dire, oui. Puis, par contre, pas assez vite à mon goût. Mais c'est normal lors de l'année 1 parce que la maturité physique, l'adaptation au milieu collégial fait qu'il y a tellement de choses dans l'environnement autour des joueurs qu'il ne faut pas s'attendre que basketballement parlant, la progression soit extrêmement rapide. Je pense que la progression va être beaucoup plus forte à partir de l'année 2 pour consolider vraiment à l'année 3. Et selon toi, quels sont les joueurs à surveiller pour la prochaine saison? C'est vraiment l'équipe. Clairement, dans notre équipe, un joueur comme Luka, à mon avis, est sûrement dans les candidats à être recrue de l'année. C'est lui qui a ressorti un petit peu plus par son potentiel. Je dirais le potentiel Luka est un petit peu plus grand que certains joueurs. Par contre, c'est le joueur qui travaille le moins sur son physique. Donc, si le déclic peut se faire chez lui, il peut vraiment faire la différence des années futures. C'est sans aucun doute un candidat à être recruté universitaire dans les années futures. Merci beaucoup, Philippe. Plaisir. Donc, je m'entretenais avec l'entraîneur-chef des Gaillards du Cégep de Jonquière en basketball, Philippe Urtubise. De retour à toi, Laurie. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Et maintenant, le printemps est arrivé et qui dit printemps dit le temps des sucres. Donc, notre chroniqueuse Jennifer est allée ressortir les services principaux offerts dans les érablières de la région. Donc, Jennifer Savard, en quoi on peut s'attendre pour la saison de sucre cette année? Eh bien, Laurie, j'ai ressorti les 3 érablières les plus populaires de la région et j'ai fait un portrait rapide de tous les services qu'ils offrent. Donc, premièrement, en 3e position, on retrouve la cabane à sucre Rose et Roland à la Terrière. Ça, c'est une cabane à sucre qui offre des brunchs, des dîners et des soupers traditionnels à l'érable, effectivement, avec de la tire. Donc, c'est dans une ambiance rustique, dans un chalet en bois rond et chauffé au bois de poêle, qu'on va pouvoir déguster la fameuse tire d'érable et repartir le ventre plein avec aussi des produits faits sur place par Rose et Roland. Ensuite, on a une autre érablière à la Terrière, la cabane à sucre au sucre d'or, qui, elle, offre un petit peu plus de services. En fait, on a le brunch, évidemment, le dîner et le souper. Mais on peut y retrouver un relais de motoneige. Ensuite, on a des promenades en carriole, des chiens de traîneau qui sont là à l'occasion. Et on a un service de bar offert et tous les prix varient entre 15 et 20 $, en fait, pour les repas. Ensuite, on a un chansonnier qui est sur place et on peut aller voir aussi les terres, puisque l'érablière au sucre d'or, c'est le plus gros producteur de la région. Et finalement, en première position, on a la ferme 5 étoiles qui, elle, comporte une ferme avec des animaux de la forêt et de la ferme traditionnelle. Ensuite, on a bien entendu les services avec les brunchs, déjeuner et tout. Mais eux, ils ont quelque chose de spécial. On offre un forfait à 69 $ où on peut passer une nuit à l'érablière, dormir dans un gîte et nourrir les animaux le matin avec les guides, avoir une soirée dansante, en fait, comme il y avait avant, avec des violons et tout ça. Puis c'est une belle soirée qui va être prévue. Ça peut être vraiment un bon week-end. Oui, c'est un très bon week-end. En plus, c'est à faible coût. C'est 69 $ par personne pour avoir 2 jours avec un brunch, un souper et des visites et des randonnées pédestres qu'on peut avoir. C'est à Sacré-Cœur, près de Tadoussac. Merci beaucoup, Jennifer. On va se revoir tout à l'heure parce que tu as une surprise pour nous. Oui, je vous ai préparé ça. On va voir ça au retour de la pause. Merci beaucoup. Merci. Et des étudiants en corporation internationale de l'UQAC s'envoleront le 11 mai prochain au Sénégal afin d'effectuer un stage humanitaire. Un souper bénéfice a eu lieu vendredi dernier au centre du Lac Pousse à La Terrière, où une 60aine de personnes se sont déplacées pour l'occasion. Luc Turgeon, cet événement a été une réussite selon les organisateurs. Effectivement, Laurie, les étudiants sont très satisfaits de ce souper spaghetti qui a permis d'amasser environ 200 $ par stagiaire. Voici ce que je vous ai préparé à ce sujet. On est super contents du résultat ce soir. On a fait ça le compte, donc on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Dans moins de 2 mois, ces étudiants se dirigeront vers la ville de Missira au Sénégal pour y effectuer un stage humanitaire. Certains d'entre eux partiront pendant 34 jours en Afrique, alors que d'autres y resteront pour une durée de 64 jours, soit un peu plus de 2 mois. Un nombre qui n'inquiète pas Rachel Lachapelle, qui en est à son 3e stage de ce genre. Selon elle, partir plus longtemps avantage grandement les stagiaires. Que plus c'est long, plus ça te permet de t'accrocher à la culture, là, vraiment là, de le ressentir et de t'adapter vraiment. Qui dit voyage doit aussi penser argent. Un voyage de 2 mois, comme le feront certains, peut coûter au minimum 4 500 $. Plusieurs activités de financement ont donc été organisées cette année. Selon Julien Renaud, le souper de vendredi dernier aura aidé à récolter 200 $ par étudiant, tous vêtus de vêtements sénégalais lors de cette soirée. Pour ces 2 mois de stage, Julien apprendra à des femmes analphabètes à lire et à écrire.
Il montrera également à compter pour qu'elle puisse vendre des produits et faciliter leurs achats au marché. Il a hâte de vivre une expérience de la sorte pour la première fois de sa vie. Ça va être un beau choc culturel surtout. Moi, je le prends d'abord pour l'expérience personnelle d'aller vivre 64 jours, c'est quand même long. Donc en Afrique, dans un continent, un pays que je ne suis jamais allé. Donc je vais vraiment pour ça, puis aussi là, pour essayer de redonner aux sociétés là-bas, puis qu'il y ait de quoi là, pour grandir avec notre passage. L'environnement, l'écotourisme et la santé sont tous des aspects qui seront touchés par l'aide des étudiants apportée aux Sénégalais. La co-organisatrice affirme que l'aide donnée aux gens est aussi de l'aide faite pour eux-mêmes. Selon elle, tout le monde revient gagnant d'une telle expérience. Tu t'en vas aider, mais t'apprends tellement, que ce soit sur toi ou culturellement. C'est vraiment du donnant-donnant, puis c'est vraiment enrichissant. Et maintenant, nous allons encore retrouver Valérie qui va nous parler un petit peu plus de la météo de la journée. Ça va se réchauffer, hein Valérie? Oui, en effet, le riz est ça pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Saguenay, il fait présentement 1 degré avec un maximum attendu de 4 degrés. Ce sera toutefois sous les nuages. 1 millimètre de pluie est attendu. Ce soir et cette nuit, ce sera un mélange de pluie et de neige avec une température maximale de -7 avec un ressenti de -15. Demain, ce sera légèrement plus froid. On attend un maximum de -3 degrés avec un ressenti de -9. Au lac Saint-Jean, il fait présentement 0 degré avec la pluie, avec un mélange de pluie et de neige. La température attendue maximale est de 4 degrés. Ce soir et cette nuit, ce sera de la neige intermittente avec de la poudrerie par endroits, avec un maximum de -10 et un ressenti de -20. Demain, on attend de la neige par endroits au lac Saint-Jean, notamment 60 de probabilité d'averse en matinée. Eh bien, pour terminer, on a encore Jennifer Savard qui va nous parler un petit peu plus de l'érablière sucre d'or à la Terrière. Donc, c'est quoi la recette exactement? Eh bien, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet et qui a été recommandée par le propriétaire. Ça prend 10 minutes, c'est vraiment facile. Il faut faire bouillir une canne de sirop d'érable à feu élevé. Et lorsqu'elle est prête à une bonne température et qu'elle fait de la mousse, en fait, on attend qu'elle fige un peu et on la dépose sur la neige. Ça peut épater vos amis, votre famille et tous les tout-petits, en fait, là. Et c'est délicieux. Donc, on va essayer cette tire-là? Oui. Tiens, Antoine. Oui, merci beaucoup. Wow. Pour nous, on se retrouve demain pour une autre émission. Merci beaucoup et bonne fin de journée.